Bonsoir à tout le monde. Alors, la fierté, c'est du dédain, de l'orgueil, de la condescence, du mépris, de l'arrogance, de l'insolence, de l'impertinence, de la dérision, de l'amour-propre et de la vanité. Tant de mots dans lesquels je me retrouve nulle. Or, je lisais dans le journal de philosophie, dans un article paru en 2019, qui est écrit par Martin Legros, que pour Aristote, chaque vertu est un juste milieu, entre deux extrêmes. Le courage est un juste milieu entre la lâcheté et la témérité. La libéralité, un juste milieu entre la prodigalité et l'avarice. Et la fierté. Aristote l'appelle la magnanimité et la considère comme la vertu la plus importante, celle qui couronne toutes les autres. Elle est le juste milieu entre la vanité et l'humilité. L'homme magnanime, celui qui pardonne, qui est bienveillant, est celui qui se juge digne de grandes choses. Et il en est effectivement digne. Elle est le juste milieu, pour lui, entre toutes ces vices. Pour Cicéron, si nous éprouvons de la joie à manifester notre fierté, c'est pour ce penseur romain parce que le vrai bonheur est lié à l'exercice d'une vertu. Pour tout ce qui est bon comporte de la joie, digne d'éloge, honnête, par suite, ce qui est bon est honnête. Être fier, c'est alors pour moi être fier ensemble, fier de bien faire, fier d'appartenir à la terre et être conscient que nous ne reviendrons qu'à la terre. C'est être capable de modestie, d'humilité, face à l'immensité et à les richesses de ce monde. C'est pérenniser l'écoute de l'autre, l'écoute du vivant, de la diversité. C'est penser à l'autre, penser au passé, au présent, afin de bâtir le futur. C'est accepter nos différences afin de s'enrichir de ces différences qui nous complètent et qui nous font de nous un tout. Un tout comme un organisme vivant dans lequel chaque part, chaque élément réverbère, joue son rôle et jaillit pour exister en symbiose. Cette image d'un corps vivant, durable, positif, interconnecté, est pour moi celle que j'ai de l'architecture, ce métier que j'exerce depuis 20 ans. Dans l'architecture, il n'existe pas de chef-d'œuvre, d'architecture de sens ou qui fait sens, sans cette fierté collective, celle de bâtir ensemble, avec nos propres mains, celle qui nous permet de renouer avec l'environnement, de retrouver le mérite pour un bâti de s'édifier, de chercher non seulement la sobriété carbone d'une architecture, mais de s'assurer de son impact positif sur nous et sur le monde. À l'heure de l'urgence climatique, cette fierté de construire du beau, du bon, de construire en symbiose, de redonner à notre environnement est par toute évidence plus que pressante. Elle anime mon entreprise, elle anime ma passion pour ce métier d'architecte, celle de mon équipe pour leur travail. De la fierté individuelle naît la fierté collective, source d'engagement et de persévérance. J'ai commencé mon entreprise toute jeune, à l'âge de 26 ans, en 2006. J'avais grandi et étudié au Liban, ce pays qui m'a tant appris sur l'architecture, sur l'humanité. Ce territoire où l'on peut être à la fois fier d'y appartenir pour sa diversité, son histoire multiple, mais aussi avoir honte de ses batailles, de la violence de ses événements. Au scintillement du grand bleu de la Méditerranée, enfant, la ville de Beyrouth m'apparaissait comme une archéologie ouverte, un corps en chirurgie permanente, en couture. Elle laissait apparaître ses plaies de guerre, ses archéologies, romaines, grecques, ottomanes. La ville se laissait envahir par la nature, qui était capable de beauté malgré toute déchirure. Beyrouth parlait toujours d'une possibilité de coexistence entre humains, mais aussi entre humains et nature. Cette ville me donnait ce désir fou de bâtir, de réconcilier, de penser l'architecture comme une manière de rassembler et de prendre soin de l'autre et du vivant. Mais j'ai quitté Beyrouth pour pouvoir la voir autrement, lui redonner, mais aussi pour redécouvrir mes nouvelles racines en France. C'est ici, à Paris, que j'ai senti cette fierté de l'histoire, de la culture, du bien-faire, du collectif. Depuis Paris, j'ai remporté avec 2 jeunes collègues la conception et la construction du Musée national estonien, un projet de 40 000 m². Il n'est pas toujours commun, en fait, de commencer sa carrière d'architecte avec un si grand projet. C'est un projet qui est grand de taille, mais c'est surtout un projet qui est grand pour l'ambition qu'il porte pour les Estoniens. Après avoir vécu tant d'occupations et une ère soviétique tumultueuse, l'Estonie, ce pays de jeunes, s'est relevé pour se construire.
Le bâtiment que nous leur avons proposé était une plateforme ouverte pour les citoyens, un paysage dessiné en prolongation d'une piste d'aviation ex-militaire. Son architecture se déploie en synergie avec le paysage enneigé de ce pays balte. Et c'est lorsqu'on a posé la première pierre de ce projet que j'ai compris l'importance de l'espace pour nous humains. En ce moment-là, plus que 100 000 Estoniens ont parcouru la ville pour venir célébrer ensemble ce moment comme une ouverture vers une nouvelle époque et l'accomplissement de l'autre. C'était leur fierté. À Beyrouth, confrontée à construire dans ma ville natale, il était question de renouer avec le passé. Les cribles des balles s'étaient transformés en désirs de vie, de nature. Lorsqu'on m'a rapprochée pour construire une tour dédiée à l'art et à l'habitat face au port de Beyrouth, je me suis plongée avec mon équipe dans ce que j'appelle l'archéologie du futur. Cette fouille, cette recherche qu'on entreprend fièrement à chaque projet pour ancrer nos interventions. Les ancrer dans les traces du passé, du présent, dans l'environnement, dans le climat, dans la géographie locale, afin de pouvoir construire une architecture future en dialogue profond avec son lieu. Cette tour était un prétexte pour valoriser les mains de tant de migrants de guerre qui travaillent sur les chantiers, au Liban et partout. J'avais décidé d'inventer la façade avec ces mains. On a construit une énorme peigne de 3 mètres de long afin de labourer la peau de ce bâtiment. Les artisans, les constructeurs vivaient alors la joie de construire et l'émotion de bâtir. Ils participaient fièrement à la joie de cette construction. Construit avec passion, en écho avec le climat, ce bâtiment put résister à l'une des plus graves explosions non nucléaires de l'histoire, avec le port qui a explosé à 500 mètres de ce projet. L'amour du bien faire avait triomphé et les citoyens, les bâtisseurs en étaient fiers. Enfin, pour revenir en France, il y a quelques mois, mon atelier a livré le premier bâtiment de manufacture bas carbone à énergie positive en France. C'est une prouesse technique et architecturale. Ce bâtiment confectionné pour la maison Hermès était surtout un outil pour valoriser leurs savoir-faire locaux. Situé en Normandie, il était évident que la terre, qui était argileuse, était parfaite et extraordinaire pour fabriquer des briques. Alors, une briqueterie locale et artisanale datant de 1898 nous a fabriqué avec amour 550 000 briques afin de bâtir ce projet. On a ainsi remis ce matériau, qui est assez ancien, au goût du jour et reformé des maçons à sa construction. L'architecture est devenue un outil pour valoriser nos connaissances, mais aussi pour renouer avec la nature et faire valoir le mérite de construire. Pour finir, avec des rires joyeux, les artisans de cette architecture dirent « Nous n'avons pas la sensation de venir travailler ici. On a la sensation plutôt de venir en vacances. » Alors, se déambulant dans un jardin aromatique avant de rentrer dans leurs doux ateliers, ces artisans orchestrent les espaces avec leur travail passionnel et studieux, fait avec joie et fierté. La fierté d'une équipe, d'un peuple, d'un artisan, d'un habitant continue de m'émouvoir chaque jour dans notre travail. Merci beaucoup pour votre écoute.